suis très heureux de vous revoir à l'occasion, cette fois-ci, d'une nouvelle collection dans la maison d'édition que vous avez créée il y a peu, maison d'édition dont le titre est Névrosé. La première collection que vous avez lancée s'appelait Femmes de lettres belges oubliées, puisqu'il réunissait la collection réunissait des femmes de lettres belges francophones avec quelques découvertes, en tout cas redécouvertes pour ceux qui, comme moi, ne les connaissaient pas, d'ouvrages absolument exceptionnels et d'autrices, de romancières tout à fait exceptionnelles, dont on ne comprend pas comment elles sont restées aussi longtemps dans l'ombre. Donc merci de les avoir remises dans les rayons des librairies. Alors, la deuxième collection s'appelle Les sous-exposés au masculin, puisqu'on pourrait dire qu'il s'agit de la collection homme de votre maison d'édition, avec 5 premiers titres et 2 autres qui sont annoncés pour les semaines à venir. Je les énumère j'énumère les noms des auteurs: Jean Munot, Jacques Henrard, Horace Van Ophel, Georges Rodenbach et Jean-Baptiste Barognan, par qui j'aimerais qu'on commence parce qu'il a une double actualité chez vous. Il est non seulement l'auteur d'un roman Lord John que vous publiez, mais il est également celui qui a préfacé le roman de Jean Munot que vous publiez, Jeux de rôle. Alors, ma première question: comment avez-vous choisi ces 5 auteurs-là et dans leur bibliographie, les 5 romans que vous avez choisis, avant qu'on entre dans le détail de chacun d'entre eux? Mais c'est un peu comme pour les femmes de lettres oubliées. Il y a, d'abord, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'instinct par rapport à la produ enfin, donc on va identifier l'un ou l'autre auteur et sa production et on prend connaissance un peu de cette production. Alors c'est en fonction de ce qui est disponible, de ce qui nous attire. Bon, en plus avec la pandémie, ça a été plus difficile de se rendre par exemple à la KBR pour faire des copies, mais on a demandé des reproductions quand on était vraiment intéressé par un titre. Donc c'est un peu, voilà, l'intérêt à la base, alors qui parfois résulte le résultat de choses un peu improbables, puisqu'on n'a pas en tant que tel une quatrième de couverture avec un résumé, c'est des infos qu'on n'a pas forcément. Parfois on trouve deux trois indications sur des anciens articles dans des articles de presse de l'époque ou des choses comme ça. On sait plus ou moins comment ça va tourner et donc voilà, on lit beaucoup, hein. Pour choisir 5 titres, on en lit beaucoup et puis il y en a, qui 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 sortent un peu comme ça, on se dit: «Ah celui-là oui». Voilà, il y a un petit coup de cœur qui se crée et puis voilà. Et bah, pour commencer directement avec le Jean-Baptiste Barognan, au début, on avait dit une des pour un peu faire mettre des règles et des balises et pouvoir un peu s'y retrouver, on avait dit: «On ne fait évidemment que des titres qui ne sont plus disponibles». Et on avait fait un peu ce raisonnement facile et qu'on s'est rendu compte après qu'il était peut-être, trop raccourci de se dire: «Bah, les auteurs, entre guillemets «connus», par exemple Jean-Baptiste Barognan, bah, ça on s'en occupe pas». Et en fait, bah, j'ai pas mal de gens avec qui je discute qui aiment bien le travail et qui me donnent des recommandations d'auteurs, d'autrices, de titres. Et donc il y a un homme, que je remercierai jamais assez d'ailleurs, qui, m'avait fait une pile de livres que lui estimait qui étaient vraiment des grands titres de notre littérature belge. Et dans ces titres-là, il y avait Lord John de Jean-Baptiste Barognan et je lui dis tout de suite: «Ah non, Barognan, ça je ne fais pas, bah, Jean-Baptiste Barognan, il me dit: "Ah mais le livre n'est plus disponible"». Et donc évidemment, je me suis dit: «Je vais le lire». Mais j'étais pas plus convaincue que ça puisque je m'étais dit: «Il y a des gens qui ont plus besoin» entre guillemets, hein. Et puis bon voilà, le problème c'est que, bah, quand on aime vraiment bien le livre, on se dit: «Bon ben». En plus, il se fait que c'est Jean-Baptiste Barognan qui était, mon contact pour les droits de Jean Munot et donc en fait, je me retrouvais face à lui, donc c'était un peu, voilà, c'était un peu comme si la vie avait dit: «Il faut le faire celui-là». Alors justement, vous évoquez les droits. Là, c'est l'autre aspect que j'aimerais que vous évoquiez. Comment, une fois qu'on a identifié des auteurs tombés dans l'oubli ou des livres tombés dans l'oubli, lorsque les auteurs sont décédés, ce qui est le cas de la plupart, enfin de tous sauf de Jean-Baptiste Barognan, comment est-ce que vous gérez cette situation-là? Comment est-ce qu'on se donne, on acquiert la possibilité d'éditer un livre sous-exposé parce que l'auteur est décédé depuis plusieurs années? Il y a 2 cas de figure. Il y a évidemment les œuvres qui sont dans le domaine public où là, la question ne se pose pas.
Et puis, il y a effectivement les œuvres comme, Du bleu dans les nuages de Jacques Henrard, le Jean Munot, ou Jean-Baptiste Bargnan, il est vivant, mais et dans les nouveaux qui arrivent, le musée de Alain Bosquet de Torrent et le cloître de sable de Jacques Cels, où là, effectivement, bah, il faut retrouver entre guillemets «les héritiers» ou les ayants droit. Alors, moi, en fait, je fonctionne vraiment bon, effectivement, normalement, il y a la SABAM, mais c'est quand même très rare qu'ils aient les informations parce que ça date, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi systématisé que maintenant. Donc souvent, en fait, c'est par hasard, soit, j'avais déjà expliqué, j'appelle le 1307 des gens qui ont le même nom. Alors en général, pour les hommes, évidemment, c'est plus facile parce que je sais tout de suite que le nom de famille de l'homme, ça va être le nom potentiellement des enfants. Ce qui est pas forcément le cas avec la femme, dont on ne sait déjà pas si le nom avec lequel elle écrit est son nom de femme mariée ou son nom de jeune fille. Donc ça complique très fort la recherche. Pour les hommes, ça a été en fait un peu plus facile, même si c'est pas toujours, aussi évident. Mais voilà, Jean Munot, je suis un peu tombée dessus par hasard. Je pense j'ai demandé à quelqu'un, je pense parce qu'on commence évidemment à faire des liens, à connaître toute une série de gens et alors on dit: «Oui, tiens, vous me parlez d'un tel, est-ce que vous par hasard, vous ne savez pas qui a les droits?» Alors: «Non, je ne sais pas, mais demandez à un tel» et puis finalement on remonte un peu, la bobine. Je m'étais dit au début de votre aventure éditoriale avec les femmes de lettres oubliées que dans le fond, vous étiez finalement aussi un personnage éminemment romanesque dans ce travail de recherche et d'investigation pour trouver des droits, pour trouver des livres, un peu comme un personnage presque digne de figurer dans un roman de Jean-Baptiste Barognan, puisque si je, pour embrayer sur l'exemple de Lord John, le personnage principal de Lord John le narrateur est un jeune homme dont le père est bouquiniste et qui se lance dans la recherche de livres d'occasion, de livres qui se trouvent dans des greniers, en particulier dans le grenier de la maison d'un dramaturge qui vient de décéder. Il y a un côté éminemment détective, Ricochet ou Tintin dans ce que vous faites. Comment est-ce que vous ressentez travail-là? Il y a une émulation à se dire, tiens, là je tiens presque la possibilité de publier un livre. Oui, tout à fait, c'est vraiment, très romanesque, mais à plein de points de vue. Il y a la recherche, proprement dite des auteurs, hein, qu'on va aller débusquer comme ça et tout d'un coup on dit: «Ah ce nom-là, je ne l'avais même jamais vu». C'est toujours un peu, jouissif et puis quand on trouve les œuvres et puis quand on lit l'œuvre et qu'on a l'impression d'avoir trouvé un trésor et puis, bah, après il y a aussi la rencontre, avec les auteurs, mais aussi parfois avec les enfants ou les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Pour Jeanne de Talnay, par exemple, bon, elle est dans le domaine public, mais j'ai quand même été amenée, de fait de la réédition de l'Invisible, à rencontrer son arrière-petit-fils et c'est fantastique parce que moi je découvre, bon parfois il y a plus rien et voilà, mais parfois il y a on me montre des éléments qui devraient figurer dans un musée, hein. Il m'a montré la première édition de l'Invisible qui est, tapissée comme ça presque avec une couverture en tissu. Donc oui, c'est vraiment éminemment, romanesque et je vis plein de choses, très émoustillantes. En même temps, il y a toujours, dans tout métier ou dans toute chose qu'on fait, des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est vrai que c'est génial, c'est très, «excitant» entre guillemets, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de frustration et de déconvenues. Je veux dire, il y a des œuvres pour qui je ne trouve rien, il y a des titres que je ne trouve pas. Il y a beaucoup de frustration. Il y a les gens, voilà, qui étaient, un peu et ça, on se rend compte parfois de l'inégalité que ça crée. Par exemple, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui j'ai cherché ses enfants et puis récemment, je parle avec Jacques Seutcher et il me dit: «Mais non, il était, homosexuel, donc il a pas eu d'enfant». Ah mince! Et là, je sais que je vais pas trouver grand-chose, quoi. Et donc ça, il y a aussi tous ces aspects-là qui sont frustrants et c'est vrai qu'on m'a dit plusieurs fois: «Beh, puisque tu écris, tu devrais raconter cette histoire». Alors là, j'y réfléchis, hein, je vous avoue, Ah oui, mais là, il y aurait mais honnêtement, je on ne le ferai comprend. pas. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie que les gens que j'utiliserais pour créer la fiction croient que je parle d'eux alors que je vais peut-être raconter un truc qui est tout à fait faux mais par contre, je pourrais proposer à Jean-Baptiste Barognan de lui raconter un peu ce que je vis et de raconter l'histoire. Je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant. Ah, tout à fait, tout à fait. Non, non, ça c'est vraiment, en plus c'est vraiment dans son univers, dans Tout son. à fait. Alors faisons la transition puisque vous l'avez faite. Donc Lord John, alors quelques mots pour le présenter. La préface, oui, j'ai oublié de signaler aussi qu'il y a pour chacun des livres maintenant une préface
originale écrite par un auteur qui a la On essaye en tout cas. sensibilité. Voilà. Et donc, dans le cas du Jean-Baptiste Barognan, la préface de Luc Delis est absolument remarquable. C'est vraiment une entrée en matière qui donne envie d'aller plus loin dans le livre, qui donne quelques indices, et c'est vraiment un travail d'écrivain aussi, Luc Delis étant l'écrivain que l'on connaît. Alors, racontez-nous un peu ce qui vous a touché dans Lord John qui fait que ce roman est entré dans vos collections. Je pense que c'est vraiment ce que je dis, ce passage un peu magique de l'âge, de l'adolescence à l'âge adulte, avec à la fois ce grand dynamisme, cette un peu limite cette frénésie comme ça, d'aller peut-être dans tous les sens, et en même temps cette grande naïveté. Il y a quelque chose de très beau, et on le sent évoluer tout au long du livre, et j'ai trouvé que c'était vraiment magique. Il y a aussi tout cet univers autour de Harry Dickinson que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'en plus, ça remet en valeur aussi un auteur majeur de la littérature belge. Voilà, il y avait tout ça. Il y a le côté un peu enquête aussi sur sa famille, recherche des origines. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu tout ce qu'on cherche dans un livre, quoi, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a, il y a un peu de suspense, il y a un petit peu de secret. Il y a vraiment un peu tout, quoi, hein. Il y a le vieux grenier dans lequel on trouve des vieux trésors. Il y a vraiment pour tout ce qu'on attend un peu d'un livre, et je trouve il a quelque chose de magique, et il se lit tout seul, hein. Oui, absolument, il se lit tout seul. Alors, il y a en plus un aspect auquel moi j'étais sensible personnellement et qui est propre à certains romans de Jean-Baptiste Barognan, qui est de le situer dans Bruxelles et de ne pas se sentir obligé de situer son roman à Paris ou dans une ville non identifiée qui ressemble Et beaucoup à une ça, c'est ville. vrai que nous, on y est très sensibles, Voilà. évidemment, hein, mais Alors, deuxième roman dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Celui-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. C'est Jeu de rôle de Jean Munot, dont justement la préface est signée de Jean-Baptiste Barognan. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi Barognan pour écrire la préface? bah, là, ça s'est fait un peu tout seul. C'est Barognan qui gérait les droits de Jean Munot. Ils étaient très proches, ils se connaissaient très bien. Je pense que si bon, j'aurais pu demander à Isabelle Morel, qui a fait la préface de Je suis le ténébreux de Monique Alikawato, qu'on vient de rééditer aussi, parce elle a écrit pas mal de textes de recherche et scientifiques sur Jean Munot, mais elle faisait déjà pour Je suis le ténébreux. Et puis en plus, comme j'avais un contact avec Jean-Baptiste Barognan, et qui s'est proposé tout de suite de rédiger la préface, bah, je n'ai pas cherché plus loin, et j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Et en plus, je trouvais ça intéressant d'avoir justement le côté que j'aime bien, qui est le passé présent et la résonance, hein, le Jean Munot qui est préfacé par Jean-Baptiste Barognan. En même temps, on réédite un Barognan, et alors c'est marrant voilà, je trouvais que c'était touchant. Alors, on découvre dans le Jean Munot un service, et là je lis dans la préface justement, on découvre un service des dossiers en souffrance. Vous pouvez me dire quelques mots sur ce dont il Ah, s'agit? Je n'ai pas lu le livre, donc vous pouvez le faire le... service des dossiers en souffrance, je trouve que ça dit tout, hein. Un On n'a pas beau... besoin trop. Voilà, et c'est ça qui est assez magique aussi dans le livre de Jean Munot, c'est qu'il y a une ironie et en même temps une légèreté. Voilà, c'est assez époustouflant. En plus, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment où on est, et en même temps, ça ne pose aucun problème. Alors que moi, je suis un peu contrôle fric, hein, j'aime bien savoir, et ben, dans ce roman-là, ça me pose aucun problème, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui se passe, et on sait que ça se passe, même si ça se passe pas. Enfin, c'est un peu, voilà. Oui. Et c'est ça qui était intéressant. Alors, on est très content de la couverture. On a eu la chance que l'héritier de Van Lint nous autorise à utiliser l'autoportrait de Van Lint, et on trouve que voilà, il est parfait. Et Isabelle Morel s'était trouvé aussi que c'était vraiment, ça reflète très bien l'ambiance du livre, c'est un personnage, hein, qui est au centre de l'histoire, ce qu'il pense, ce qu'il vit, comment il vit, il est un peu bizarre, hein. Et ce personnage, il a plusieurs couleurs sur son visage, il a plusieurs facettes, on ne sait pas en fait, est-ce que finalement il est bleu ou est-ce qu'il est jaune, hein, c'est un peu, voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était magique. Alors, on va passer à l'auteur suivant, Horace Van Noffel. Lui, je vous laisse la parole parce que je n'ai ni lu, mais peut-être on pourrait démarrer en parlant cette fois-ci des couvertures, parce que chaque fois, vous avez aussi un travail d'éditrice très singulier et très attentif au choix des couvertures, quitte même à commander une couverture, quitte même aussi à les réaliser vous-même.
Oui, alors, pour moi, en tant que lectrice, bah, je sais que la couverture, ne fait pas tout, mais j'estime, en tant que lectrice et puis alors avec mon côté d'éditrice, que le livre est un objet complet et j'ai toujours détesté, quand j'ai acheté un livre, parce que l'ambiance de la couverture m'intriguait ou m'intéressait. J'ai toujours détesté qu'il y ait une discordance entre la couverture qui, pour moi, doit quand même refléter le texte d'une manière ou d'une autre et donc oui, j'y attire un soin tout particulier à ce que ça reflète au mieux l'ambiance ou quelque chose qui se passe dans le livre. Je veux aussi puisque je j'essaye de promouvoir l'art belge, la littérature surtout, mais j'essaie à travers les couvertures de montrer tout ce qu'on a comme richesse dans notre patrimoine et là aussi, on utilise aussi bien des artistes contemporains que des artistes, décédés mais pas encore dans le domaine public ou des artistes dans le domaine public. En général, on prend des œuvres qui existent et on essaye de trouver, comme je dis toujours, un match, hein, quelque chose où on se dit à un moment donné: «Mais c'est incroyable, ces 2 œuvres se dialoguent, hein, ensemble». C'est vrai que le tatouage bleu, pas. Là, moi, en lisant le livre, j'avais une idée très précise. J'avais envie d'une voilà, je voulais pas mettre un tatouage en grand, et surtout pas qu'il soit bleu, parce que je n'aime pas quand l'illustration, finalement, dit ce que le dit le titre. Ça n'est pas très intéressant. Et donc là, j'ai mon ami aquarelliste qui a fait plusieurs de nos enfin dont on a utilisé plusieurs œuvres pour les couvertures, qui s'appelle Catherine Moraine. Je l'ai appelée puisque c'est une amie et je lui dis: «Écoute Catherine, là j'ai un truc en tête, je veux une femme, dos nue». On voit un peu son tatouage, mais pas trop, les cheveux un peu voilà, un truc très sensuel. Et elle m'a dit: «Écoute, je fais pas de femme normalement, je fais plutôt des choses, nature morte ou des oiseaux». Elle m'a dit: «Mais je relève le défi». Je dis: «Oui et si tu y arrives pas, tu y arrives pas, hein». Je dis: «Je veux pas que tu fasses un truc qui soit figé ou que tu te sois sentie obligée» et elle a fait plusieurs essais et voilà, ça a donné qu'il y en a une, que j'ai dit: «Oui, c'est celle-là». Non, ce sont chaque fois de belles aventures, je trouve, à l'intérieur du livre et Oui. autour du livre. On reviendra à la fin de l'entretien à l'aspect commercial et à l'aspect installation en Oui, librairie. c'est vrai qu'il y a toujours une belle histoire derrière. Par exemple, Je suis le Séménier, on a utilisé une illustration qui était pour l'illustration, une photo qui avait été réalisée, par, le compagnon d'Anne-Marie Laferre. Donc c'était aussi il y a un mariage qui se passe. Hem et Et pour, dans le par cas exemple, d'Anne-Marie Alain Bo Laferre que vous citez, comme elle aussi est vivante, comme Barognan est toujours avec nous, j'imagine qu'il y a aussi une émotion particulière pour Barognan de voir un livre auquel on s'intéresse et qu'on oui, surtout que mais et ça, pour il vous le dira lui-même, mais c'est surtout que je pense que ce livre lui est particulièrement cher parce qu'il l'a écrit, notamment en pensant à sa propre histoire avec sa maman oui. et donc je pense qu'il lui est particulièrement cher et je pense qu'il est content, oui. Le Enfin, livre est dédié à j'espère. sa mère d'ailleurs Oui et à Jean Munot. et à Jean Munot. Voilà, Jean Munot. Donc on a tous les éléments. Revenons, enfin, abandonnons Jean-Baptiste Baronier, et c'est vrai que je vais le rencontrer la semaine prochaine, et donc vous aurez l'occasion d'entendre ce qu'il dit de la collection Oui, et de ce mais travail. pour revenir sur les couvertures, hein, le musée derrière un bosquet de Torrent qu'on va rééditer ici dans quelques semaines, enfin qui va sortir dans quelques semaines, on a utilisé une des œuvres de sa fille qui est artiste. Voilà, donc on aime bien un peu, ça c'est toujours intéressant aussi, voilà, de c'est beau, je trouve ça fait une petite histoire familiale et moi je reste convaincue, moi je suis peut-être un peu mystique, que même si les gens ne le savent pas vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une magie, il y a une alchimie qui est inévitable. Tout à fait. Alors, le quatrième livre roman que nous allons évoquer, c'est celui de Jacques Henrard. Alors, j'essaye du bleu dans les nuages. Alors, Jacques Henrard, je lis une des caractéristiques qu'il a dans son œuvre que j'ai trouvée chez plusieurs autres, pas énormément, mais il a beaucoup écrit pour la scène et surtout pour la radio. Et je trouve qu'il y a là une dimension aussi dans ces auteurs de cette époque-là que vous ressuscitez, il y a une dimension multigenre, comme Louis Dubrow aussi qui écrivait, qui n'était pas limité dans un genre littéraire, mais qui s'essaye à tous les genres. Alors, du bleu dans les nuages, de quoi s'agit-il? Alors ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'appelle si vous êtes un peu déprimé avec, la pandémie ou, tout ce qui se passe pour le moment, lisez ce livre, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, c'est l'histoire d'une femme, donc c'est déjà pas mal pour un homme de se mettre dans la peau d'une femme, mais une femme qui est particulière parce qu'elle est pas très éduquée et donc
elle parle de manière, enfin, elle parle, c'est écrit comme elle parle, et on l'entend vraiment parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est à côté de nous. Et il n'y a pas une seule fausse note dans la manière dont Jacques Henrard tient ce langage parlé. On peut considérer que c'est pas de la littérature parce qu'effectivement, c'est pas écrit, c'est parlé. Mais en même temps, c'est énorme, hein. Arriver à faire ça, c'est énorme, hein. Et cette femme, bon, on n'est quand même pas dans les années 2020, hein, donc elle est âgée, elle est proche de la retraite. Tout ce qu'elle a dans son monde, c'est son magasin. Il se fait qu'avec voilà, les choses qui évoluent telles qu'elles évoluent, il y a des grosses supérettes qui viennent se mettre un peu partout. Elle doit lâcher son magasin, qui était quand même pour elle le truc le plus important dans sa vie. Elle le dit dès le début dans le livre. Et en fait, au moment où elle doit lâcher son magasin, elle se dit tant pis, je vais faire autre chose. Et là, elle a une faculté de résilience alors qu'elle a l'air tellement simpliste presque, hein. On se dit, bah, et elle a cette faculté de résilience, elle va apprendre à conduire alors qu'elle est retraitée, qu'elle a plus son magasin, elle va se recycler dans autre chose. Enfin, c'est vraiment un dynamisme et un enfin, du bleu dans les nuages, quoi. C'est très bien trouvé comme titre, voilà. Et en même temps, Alors, ça aborde déjà des problématiques qui sont, à mon avis, en germe à l'époque et qui aujourd'hui sont tout à fait contemporaines. alors, pour entendre la voix de la narratrice, je lis l'incipit, les premières phrases du livre. Si on m'ôtait mon magasin, moi, je saute au plafond ou je deviens folle avant 8 jours. Tourner toute la journée en rond dans ma cuisine. Je voudrais les y voir, les hommes. Ils nous traitent de clapettes et de commères parce que nous sommes toujours à causer les unes chez les autres. Ils vont à leur travail, eux. Ils rencontrent des gens. S'ils restaient nez à nez toute une semaine avec des casseroles et des torchons, ils nous en diraient des nouvelles. Et l'histoire est lancée de cette dame en Et le révolte ton est donné. et le ton est donné. Alors le dernier des 5 livres qui sont publiés dans cette fournée, j'allais dire, est celui de Georges Rodenbach. Alors là, c'est un auteur vraiment classique. Euh, dans le sens patrimonial, dans le sens plein du terme. Le roman que vous avez choisi de publier est Le Carillonneur. Alors, quelques mots sur Georges Rodenbach et sur le choix de ce roman-là en particulier. Et alors là, on est évidemment dans quelque chose de très différent, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est ça aussi. C'est de finalement montrer avec un panel qui est très différent, hein, pouvoir sortir du bleu dans les nuages à côté du carillonneur, c'est énorme, hein, mais ça montre la richesse de notre patrimoine et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors oui, le carillonneur, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique. Ben là, en plus, après le bleu dans les nuages, on est dans quelque chose qui est presque de la dentelle littéraire, hein, c'est magnifique, mais voilà, c'est plus ancien et c'est plus dentelé, quoi. Donc il faut apprécier. C'est un peu sombre aussi, hein. Donc il y a un mélange entre la légèreté, ce carillonneur qui est un peu dans les nuages, hein, et qui a un peu l'impression souvent d'être au-dessus de la vie, d'aller au-dessus de la vie. Il utilise même le terme à plusieurs reprises. Et en même temps, c'est très sombre et c'est assez dur, hein. D'où le choix de la couverture pour y revenir, cet oiseau qui s'envole, mais qui en même temps est assez sombre et obscur. Alors, Georges Rodenbach, c'était quelque chose qui m'avait un peu moi, je me m'étais pas dit tout de suite que j'allais aller chercher chez Georges Rodenbach, puisque Bruges la Morte était disponible et qu'en général, il est encore assez connu. Donc moi, j'essaye quand même de faire connaître des gens qu'on ne trouve plus du tout ou qu'on a tout à fait oubliés. Sauf que en lisant pas mal d'ouvrages sur la littérature belge, et notamment un livre de Jean-Baptiste Barognan sur le fantastique et la littérature belge, je lis une série de choses sur le carillonneur. Et j'en lis plusieurs qui vont dans le même sens, à savoir le carillonneur, c'est le chef-d'œuvre de Georges Rodenbach. Bon, Georges Rodenbach est mort très jeune, donc il n'a pas fait beaucoup, il n'a pas écrit beaucoup de livres. Mais tout le monde est unanime pour dire le meilleur ouvrage de Georges Rodenbach, c'est le carillonneur. Et je me dis, mais comment ça se fait que c'est Alors qu'on connaît plus Bruges alors la Morte. qu'aujourd'hui on connaît Bruges la Morte. Donc je me dis, mais tiens, c'est quand même bizarre. Enfin, ça me titille, quoi. Et encore une fois, parfois j'ai l'impression que c'est la vie qui décide, parce que moi, a priori, j'étais pas partie sur rééditer Georges Rodenbach, qui n'a pas fait beaucoup d'œuvres et qui en plus a Bruges la Morte, qui est assez connu et étudié. Mais bon, je lis ça partout et je me dis, bon, bah, ça c'est un signe, hein, on me demande de faire quelque chose. Et donc je me procure le carillonneur et je le lis. Je pense que les 5 premières lignes, je suis estomaquée. Je trouve que il faut savoir que c'était un néerlandophone, mais bon, il y a beaucoup de néerlandophones écrivaient en français à l'époque, hein, mais et même après, même plus longtemps après. Mais
c'est d'une beauté, c'est d'une poésie. Directement, on arrive là, c'est un concours pour choisir le futur carillonneur et on est directement là. On est sur la place de Bruges et on entend le carillon, on entend les gens qui jouent pas bien et puis on entend ce carillonneur qui est tellement dégoûté qu'on fasse insulte, hein, au carillon en jouant si mal et que peut-être un carillonneur pourrait être choisi parmi ceux-là, qui décide de se lancer et d'aller passer. Et là, la foule s'enlise. Et on y est. Moi, j'ai encore le sentiment d'être dans cette place avec les gens autour de moi. Voilà. Et de voir Bourlu qui part pour faire l'audition parce qu'il est très fâché. Alors voilà, on a fait le tour de ces très brièvement, de ces 5 premiers livres. Je pense qu'avec votre énergie enthousiaste, vous avez donné envie à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de se plonger dans l'un ou l'autre des romans. Et j'aimerais être rassuré par vous sur le fait que vous trouvez auprès des libraires, auprès euh, des promoteurs de livres, l'accueil que mérite cette collection et que mérite tous ces efforts que vous déployez, parce que vous n'êtes pas éditrice de formation, de métier, donc c'est vraiment une sorte de vocation, une sorte de folie, je dirais presque, dont on voit derrière vous d'ailleurs une des manifestations qui est peut-être que vous êtes celle qui détenait aujourd'hui une des bibliothèques privées les plus riches en matière de littérature belge. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut être sûr que cette entreprise va rencontrer le succès qu'elle mérite? Mais c'est pas facile. Je vais pas mentir. Voilà, il y a des libraires qui suivent. Il y a des libraires qui suivent après que j'ai fait presque du forcing devant la porte pendant 2 ans. Voilà, on a un distributeur qui commence aussi parce que voilà, il faut pas se leurrer. Moi, Dilibel ne veut pas de moi, je ne fais pas de quantité assez grosse, donc ouais, pas de langue de bois. Donc c'est pas facile. Et donc en fait, la presse suit assez bien en général, mais je comprends le milieu du livre. Il y a énormément de nouveautés à lire. Mais à un moment, j'aimerais bien que tout le monde prenne conscience que voilà, et c'est Charles Bertin qui disait ça, et je le répète tout le temps, il n'y a pas de contradiction entre enracinement et ouverture au monde. Et donc, je ne fais pas du nationalisme étriqué, mais je dis juste à un moment, il y a une discrimination qui est faite par rapport à notre propre littérature. On ne s'y intéresse pas, on ne sait pas ce qu'il y a, on lit les livres sans savoir, on pense qu'ils sont français. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est bien de revenir à quelque chose de plus proche de soi en littérature aussi, et ce n'est pas du nationalisme étriqué. Et je pense que pour aider ça, mais il n'y a pas de secret, il faut qu'à un moment donné, il faut que l'offre, que la demande vienne un peu rassurer peut-être les libraires ou les professionnels du livre et qui se disent oui, peut-être il y a un vrai intérêt pour ça. Parce que j'ai encore des libraires qui me disent des rééditions, c'est complètement débile. Je prends pas, ça marchera jamais. Et donc oui, c'est dommage. Hein. Ils sont pas tous comme ça, hein, je vous rassure. Non, 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 je pense que Mais oui, il y a j'ai un travail parfois d'information à faire et de voilà. communication sur. Et c'est pour ça aussi que j'essaye vraiment et c'est pour ça aussi que j'insiste. Je ne veux pas que mes livres soient achetés et qu'ils fassent des blockbusters. Ça m'intéresse pas si après les lecteurs ne les aiment pas. Ce que je veux vraiment, c'est qu'il c'est comme s'il y avait eu un divorce entre les lecteurs belges et la littérature belge, et je voudrais en fait les réconcilier quelque part. Et donc vraiment, c'est très important que quand un lecteur achète un livre, il ait toutes les informations en main pour pas se tromper. En fait, on n'a pas du tout envie qu'il achète un livre et qu'il se dise oh c'est pas terrible À ou cet ça me égard, je convient pas. pense que les préfaces que vous avez maintenant décidé d'insérer dans les livres sont très, très utiles. Alors, ma dernière question porte sur un public peut-être qui pourrait être sensibilisé, je ne sais pas si vous parvenez à y arriver, si vous pensez que c'est utile, c'est le public scolaire, le public de l'enseignement dans lequel une part de l'enseignement obligatoire est consacrée à la littérature et à tout ce qu'elle peut permettre. Et lorsqu'on lit les livres que vous avez publiés déjà, des femmes de lettres oubliées et ce que je devine dans ceux-ci que je n'ai pas encore lus, il y a là vraiment une vraie matière pédagogique sur la littérature. C'est certain, c'est indubitable. Alors évidemment, avec la pandémie, c'est quelque chose que évidemment on a en tête, puisque pour nous, évidemment, c'est un problème d'éducation à la base. Hein. C'est quelque chose. Moi, à l'école, on m'a pas appris. On m'a enseigné Balzac, on m'a enseigné Zola, et puis j'ai pas moi-même fait la différence entre la question de la nationalité et pour d'autres littératures, comme la littérature anglaise, c'était très clair dans ma tête que c'était la littérature. Je la situais géographiquement, mais quand ça se rapproche de nous, c'est comme s'il y avait une sorte de flou artistique. Et c'est un peu comme
Caroline Gravière relève déjà ça, et on parle du 19e dans son livre Une Parisienne à Bruxelles. Elle dit c'est marrant parce que les Belges, ils passent leur temps à dire qu'ils ne sont pas français et surtout à essayer de s'en distinguer. Et en même temps, ils font tout ce qu'ils peuvent pour leur ressembler. Et c'est vrai, en fait, finalement, on a vraiment un comportement très ambigu. Et donc, oui, évidemment, la base, c'est que dans l'éducation, on remette ça un peu au net et qu'on relance un peu quelque chose. Il y a des choses, hein, qui sont déjà en cours avec Espace Nord, évidemment. On aimerait bien que ça aille plus loin, c'est sûr. Alors, bon, évidemment, pour le moment, c'est pas facile. Les écoles ont d'autres choses à gérer. Mais oui, c'est au programme de la longue, longue, longue liste de choses que nous aimerions bien faire. En tout cas, nous allons clôturer ici cet entretien et je voulais vous souhaiter vraiment du fond du cœur que cette collection marche, non seulement pour vous, parce que c'est quand même un travail énorme que vous consacrez à cette revalorisation d'une littérature qui existe et qui est dormante, mais aussi pour les lecteurs qui vont découvrir à travers cette nouvelle collection des textes parfaitement inattendus, beaux, qui font rêver, qui nous entraînent, comme tous les romans doivent le faire et comme la littérature doit le faire, à nous poser des questions sur le monde, sur nous-mêmes, sur ce qu'est la littérature aussi. Et c'est vraiment une initiative absolument stimulante et formidable, dont d'ailleurs Jacques de Decker, que j'évoque ici, disait tout le bien lors d'une rencontre où il vous avait invité au Riche Clair, et dont l'enregistrement d'ailleurs est toujours disponible, où vraiment c'est comme si ça avait été une sorte de révélation pour celui qui connaissait tellement bien la littérature belge, de la redécouvrir sous la forme qui doit être la sienne, des livres accessibles dans des librairies et dans des bibliothèques. Voilà, je voulais vous remercier, Sarah Dombré, pour cet entretien et puis pour tout ce que vous faites. Et alors, on se retrouve en librairie, on se retrouve, bien sûr, pour les prochains que l'on attend avec impatience. Vous avez déjà cité Jacques Sels et le dernier Alain méchant, Bosquet de Torrent. Alain Bosquet de Torrent, voilà, que nous attendons donc pour très bientôt. Merci, Sarah Dombré. Merci beaucoup.